présente Laurent Vaugery, je suis chef de service de gastro à Saint-Antoine. J'ai eu la chance aussi de présider la Société nationale française de gastro-entérologie il y a quelques années. J'ai présidé le conseil scientifique de l'AFA, mais mon partenariat avec l'AFA est quelque chose de très ancien, puisque il y a 31 ans, en 86, j'ai soutenu ma thèse de médecine sur l'histoire naturelle de la maladie de Crohn en face de Janine Aupetit, qui venait quelques années avant de créer cette association, l'association François Aupetit, parce qu'elle avait malheureusement perdu son fils François d'une forme sévère de maladie de Crohn. Alors, ça c'est peut-être la diapo, les deux premières sont les plus importantes, parce qu'elles résument qu'est-ce qu'on cherche à faire et comment on l'obtient dans le traitement, la stratégie thérapeutique d'ensemble des MICI. MICI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, deux maladies essentiellement, la rectocolite hémorragique d'une part et la maladie de Crohn d'autre part. Et puis il y a quelques colites qui sont entre les deux qu'on appelle des colites inclassées. Donc ce qu'on veut, l'objectif qu'on se donne, le Graal si vous voulez, en 2017, c'est d'obtenir, puisque ce sont des lésions inflammatoires de l'intestin, ce qu'on veut faire, c'est obtenir une cicatrisation complète, y compris au microscope, dans le plus petit détail, et pérenne, c'est-à-dire définitive, on veut que ça soit le plus longtemps possible, de ces lésions intestinales, et ce, le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que comme les rhumatologues, on est confronté au fait que si on les laisse évoluer, ces lésions, elles progressent vers des lésions irréversibles. Alors évidemment, si on obtenait ça à tous les coups, on redonnerait aux patients qui ont eu quelques symptômes pendant la première poussée de la maladie, on leur redonnerait tout de suite une vie et une qualité de vie normale ou très proche de la normale. Alors c'est plus compliqué que ça, on n'y arrive pas toujours comme on va le voir, mais c'est l'objectif final. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif ? C'est de limiter les complications de la maladie. Donc, comme je vous l'ai dit, ces lésions intestinales irréversibles, ça peut être des fistules, des abcès, des infections, mais aussi, ce qui est une préoccupation majeure en gastro-entérologie et qui ne l'est pas en rhumatologie, c'est que l'inflammation chronique fait le lit des cancers. Le cancer du côlon quand l'inflammation porte sur le côlon, de l'intestin grêle lorsqu'elle porte sur le grêle, de l'anus lorsqu'elle porte sur l'anus, etc. Et puis, en même temps, évidemment, on doit éviter au maximum, connaître, d'abord identifier et prévenir les complications les plus graves des traitements. Et là, on a encore deux grandes catégories qui sont les infections sévères, celles qui menacent la vie, et les cancers dont on peut dire, sur certains arguments, qu'ils sont attribuables au traitement et non pas à la maladie ou à pas de chance en général. Donc vous voyez bien que cette diapo montre qu'on est tous les jours, dans les discussions, dans les décisions thérapeutiques qu'on a avec les patients, dans une balance entre les bénéfices et les risques du traitement. Donc je le répète, quand un médicament arrive, pendant les premières années, on ne connaît pas bien ses complications. Donc on va être très prudent et on va avoir peur de ce médicament. Pourquoi ? Parce que pratiquement tous nos médicaments, en étant anti-inflammatoires, sont immunosuppresseurs, ils diminuent les défenses immunitaires, et donc ils vont favoriser, en plus des complications qui sont spécifiques à la molécule, deux grandes catégories de complications. Les infections sévères, dans ce qu'on appelle les infections opportunistes, c'est-à-dire des infections qui ne rendent jamais malade lorsqu'on n'est pas immunodéprimé. Certains types de cancers, notamment certains types de lymphomes, mais fort heureusement, on maîtrise très bien, enfin assez bien ces complications. Mais si vous voulez, c'est normal d'avoir peur des traitements. Tout traitement efficace, disaient mes maîtres, est dangereux. Mais on a peut-être, jusqu'à maintenant, trop souvent oublié qu'en ayant peur de prendre une décision en ne la prenant pas, c'est peut-être là qu'on a une vraie perte de chance. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenant quantifier, étudier de très près les bénéfices de ces traitements sur les complications de la maladie. C'est l'autre aspect de la balance. Et comme je vous le disais, ces médicaments, en étant très vertueux, très anti-inflammatoires, eh bien, ils sont susceptibles de diminuer les complications liées à l'inflammation, les infections intestinales, les cancers intestinaux, qui sont encore une fois un problème majeur. Et puis on est en train de découvrir un champ que les rhumatologues connaissent bien, en laissant évoluer comme ça une inflammation dite systémique, c'est-à-dire des protéines de l'inflammation circuler dans le sang. On voit des jeunes patients qui ont une maladie de Crohn, qui font un infarctus du myocarde à 35 ans alors qu'ils ne sont même pas fumeurs. Donc ce type de complications, qui était très largement méconnu parce qu'il faut disposer d'outils un peu épidémiologiques particuliers pour les mettre en évidence, c'est un vrai champ moderne de recherche clinique. Et ce qu'on vient de démontrer, par exemple, ce qu'avaient déjà démontré les rhumatologues, c'est que
en laissant traîner l'inflammation, on a un surcroît de complications vasculaires, que ce soit des embolies pulmonaires, des phlébites, mais aussi artérielles, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, et que nos traitements dits dangereux, en les utilisant à bon escient et de façon raisonnable et raisonnée, ils sont susceptibles de faire régresser ce surrisque de morbimortalité vasculaire. Alors, quels sont les traitements d'hier et d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'hier et d'aujourd'hui? C'est dire que ça fait à peu près 50 ans qu'on les a et on les utilise encore au quotidien. Là-dedans, vous avez ce qu'on appelle les dérivés 5-aminosalicylés. Salicylé, ça vous dit quelque chose peut-être, c'est l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. Donc c'est des cousins germains de l'aspirine qui ont un effet anti-inflammatoire, surtout dans la rectocolite hémorragique. Et c'est un médicament qui est très intéressant puisque d'une part, il n'est pas immunosuppresseur, donc on n'a pas à redouter les complications de l'immunosuppression. Et d'autre part, il est vraisemblable qu'ils ont une action anti-cancer liée à l'inflammation, en particulier anti-cancer du côlon. Les corticoïdes, ça, on partage ça bien sûr avec nos collègues rhumatologues, on les a un peu diabolisés. On considère, si vous voulez, en 2017, que la bonne vieille cortisone, c'est un excellent joker quand il faut agir vite et bien, qu'on se donne le temps de la réflexion du choix d'un traitement qui lui-même n'agit pas forcément tout de suite. Donc, on continue à les utiliser, mais bien sûr sur la base du court terme. Vous savez que sur le court terme, la cortisone, souvent, ça empêche de dormir, ça rend irritable, ça change la peau, le visage, etc. Ça, c'est plutôt réversible. Mais quand on les laisse traîner à des doses importantes, parce que les rhumatologues continuent à les laisser à des toutes petites doses, nous, on ne le fait pas, ça, de les laisser à des petites doses. Si on les laisse à des doses importantes, là, on risque des complications comme l'ostéoporose, la nécrose de la hanche, etc. Donc, on évite de les donner sur le long terme. Troisième traitement d'hier et d'aujourd'hui, c'est les immunosuppresseurs dits conventionnels. Notre maître immunosuppresseur à nous, ce n'est pas le méthotrexate, c'est un médicament qui s'appelle l'Imurel ou le Purinétol, ce qu'on appelle l'azatioprine ou la 6-mercaptopurine. Et c'est un très vieux médicament qui est utilisé depuis 50 ans, dont on a appris ces dernières années à maîtriser les risques, en particulier les risques d'infection et de cancer. Donc maintenant, on le maîtrise assez bien. Et je peux vous dire qu'à travers le monde, selon les pays, plus d'un malade de Crohn sur deux reçoit ce bon vieux médicament immunosuppresseur conventionnel. Le méthotrexate, les tranches d'âge des maladies rhumatologiques et intestinales ne sont pas tout à fait les mêmes. On a énormément de jeunes femmes qui ont envie d'avoir des enfants ou de jeunes papas. Et donc, vous savez que ce méthotrexate, on ne peut pas l'utiliser dans un contexte de désir de grossesse. Et enfin, en particulier en pédiatrie, et là aussi, je pense qu'en rhumatologie, on connaît moins ça, on utilise beaucoup l'alimentation artificielle. Alors, on aura des conférences sur comment manger, est-ce qu'en mangeant comme ci, comme ça, on va changer le cours de la maladie. C'est un domaine tout à fait intéressant et à part. Là, ce dont je vous parle, c'est qu'avec des poussées très sévères, on maigrit, on est ce qu'on appelle dénutri, et que cette alimentation artificielle, il y a plusieurs modalités, soit c'est des compléments, soit c'est une espèce d'alimentation liquide unique, on ne peut pas manger normalement à côté, soit on a carrément un petit tuyau dans la narine qui va jusque dans l'estomac, on le fait marcher jour et nuit ou juste la nuit, et qu'on l'utilise de façon exclusive, c'est-à-dire on n'a rien le droit de manger d'autre ou de façon complémentaire à l'alimentation normale. Les deux propriétés de ces traitements nutritionnels, c'est d'être anti-inflammatoire dans la maladie de Crohn, et puis de pouvoir redonner des muscles, de la force, pour pouvoir, par exemple, affronter une intervention chirurgicale. Alors, je vais passer vite, donc ça c'est un petit peu, voilà, comment on utilise, je vous ai dit, les 5-ASA, c'est surtout dans la rectocolite hémorragique, c'est un excellent traitement de base, basique, quelquefois il est dépassé, mais à ce moment-là on va ajouter quelque chose. C'est anti-inflammatoire, c'est anti-cancer, ça marche pour les poussées qui ne sont pas trop sévères, et ça marche surtout, et c'est là où il est le plus efficace, une fois qu'on va très bien, qu'on a une vie normale, on se dit après tout j'arrête le traitement, mais c'est au contraire là qu'il faut le continuer parce que c'est très efficace pour éviter les rechutes. Dans la maladie de Crohn, on l'utilise à peu près pas. Corticoïdes, on traite les poussées sévères de Crohn et de rectocolite avec les corticoïdes. L'Imurel marche très bien en fond, si vous voulez, ce qu'on appelle en entretien. Quand on est un bon répondeur à ce traitement, on n'a pas trop de raison d'essayer de l'arrêter. On essaye tous les 5 à 10 ans, je vais revenir là-dessus, c'est les cycles thérapeutiques. Mais par rapport aux traitements plus coûteux, plus innovants, qui sont les anticorps monoclonaux, les protéines de synthèse qui vont bloquer sélectivement de façon chirurgicale et précise telle ou telle chaîne de l'inflammation, on n'a pas avec ces bons vieux immunosuppresseurs conventionnels de perte d'efficacité
lié au fait qu'avec tous les traitements dits biologiques, hein, les protéines de synthèse, à la longue, on a une perte d'efficacité qui est liée au phénomène d'immunisation. On fabrique des anticorps contre les anticorps, et cela tente à faire perdre l'efficacité du traitement. Comme je le disais, le méthotrexate, on l'utilise beaucoup moins qu'en rhumatologie, mais surtout dans la maladie de Crohn, et la nutrition artificielle quand il faut. Alors, les premiers traitements, c'était ceux d'hier et d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, c'est ceux du 3e millénaire, puisque la première utilisation du premier anti-TNF, l'infliximab, dans la maladie de Crohn, c'est en 2000. Vous voyez, on est en 2017. Actuellement, on en a 3. On en a 2 qui sont autorisés, l'infliximab et l'adalimumab, dans les 2 types de maladies. Et un pour lequel, le golimumab, le Simponi, malheureusement, les industriels ont décidé délibérément de ne pas les essayer dans la maladie de Crohn. Donc c'est nous qui récemment avons publié l'efficacité, parce que quand on est dans une impasse et qu'on sait que ça marche, les 2 autres marchent dans les 2 maladies, on s'est dit que ça pouvait marcher, et effectivement, ça marche aussi bien. On a un traitement qui s'appelle le vedolizumab, qui, on va voir sur un graphe, c'est un traitement qui bloque le passage de certaines cellules de l'inflammation, des petits vaisseaux qui circulent partout. Ça les empêche d'aller sur le champ de bataille de l'inflammation et de nourrir l'inflammation. Et ça, c'est vraiment spécifique à l'inflammation intestinale, parce que c'est des récepteurs qui portent que sur les lymphocytes qui vont vers l'intestin. Et puis, comme les rhumatologues et les dermatologues, on a l'ustekinumab, qui est autorisé dans le psoriasis et utilisé depuis 2009, et que pour lequel nous venons d'obtenir une autorisation d'emploi dans la maladie de Crohn, où c'est assez efficace. Alors, les avantages de ces biologiques, c'est qu'on est sur l'efficacité, si vous voulez, si on est sur une échelle entre les 5-ASA, l'Immurel, on est sur, avec les anti-TNF, ça a été un progrès considérable dans les MICI. Les formes les plus sévères, on a souvent pu les maîtriser grâce à ces anti-TNF, puis Vedo, Ustec. Donc, l'avantage, c'est l'efficacité potentielle. Les inconvénients, c'est qu'ils sont immunosuppresseurs et qu'il faut des années pour savoir en quoi l'immunosuppression va être réelle et impactée sur des risques de telle ou telle infection ou de tel cancer. L'inconvénient, c'est qu'ils sont coûteux et qu'ils font l'objet de mesures sélectives de listes en sus, c'est-à-dire que le budget de l'hôpital n'est pas concerné pendant quelques années. Et puis ça, on peut revenir là-dessus sur ce produit, donc c'est assez compliqué à maîtriser. Et puis, je vous disais quand même, le gros facteur limitant, c'est l'immunisation. Heureusement, on n'a pas encore le portefeuille et l'éventail de biologiques qu'ont les rhumatologues, mais on s'étoffe petit à petit, on se muscle de plus en plus. Mais il faut savoir que si on traite tout de suite nos malades par ces traitements puissants et qu'on perd leur efficacité, dans nos réunions entre médecins ou en colloque avec les patients, on se dit qu'est-ce qu'on fait après? Donc évidemment, si on n'avait que 3 traitements en tout, on serait comme dans les premiers temps du sida où on n'avait que 2 ou 3 antiviraux, extrêmement prudent et tardif à commencer ces traitements. Et donc là, on peut dire, pour simplifier, qu'on est arrivé dans la phase où on peut utiliser de façon assez générale, quand il le faut évidemment, de façon appropriée, ces traitements. Alors, juste, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails. Ici, vous avez la membrane intestinale avec les bactéries, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Vous aurez des belles conférences là-dessus. 10 puissance 14 bactéries, 10 fois plus que nos cellules à nous. Et normalement, il y a une bonne entente entre ces bactéries, ce microbiote, et le système immunitaire de l'intestin. Et que ça soit rectocolite ou Crohn, un jour, la composition de ce microbiote devient mauvaise, ce qu'on appelle la dysbiose, et c'est ce qui met le feu aux poudres. Et ce dialogue est rompu. Et donc, il y a des cellules qui s'appellent des lymphocytes qui vont être éduquées, si vous voulez, qui vont être stimulées par certains antigènes de ces bactéries, qui vont ensuite circuler dans les ganglions lymphatiques, puis dans les petits vaisseaux. Et quand soit un pathogène, une mauvaise bactérie dont on sait, la salmonelle, la shigelle, qu'elle est pathogène, ou ces microbes qui sont déséquilibrés, ça va entretenir le feu de l'inflammation sur le champ de bataille de la membrane intestinale. Et ces cellules qui circulent, ces cellules immunitaires, que ce soit ce qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, les globules blancs ou des lymphocytes, ils vont passer la membrane du petit vaisseau pour aller alimenter l'inflammation. Donc je ne détaille pas l'ensemble de ces molécules, juste pour vous dire que le mécanisme d'action le plus récent et le plus original à la gastro-entérologie, ce sont toutes les molécules qui bloquent le passage des lymphocytes du vaisseau vers l'intestin. La chirurgie, je pense qu'en rhumatologie, vous avez probablement des interventions correctrices, orthopédiques, etc. Nous, le chirurgien, il est toujours avec nous, il est toujours à côté. Quand il y a un gros problème,
il faut sans arrêt se dire « et si c'était le moment d'opérer ?» Alors quand est-ce qu'on opère dans la maladie de Crohn comme dans la rectocolite hémorragique? Eh ben, c'est quand on est arrivé dans l'impasse des traitements médicamenteux non chirurgicaux. Hein, c'est l'inflammation, toujours l'inflammation, on n'arrive pas à la maîtriser. Donc on est obligé de retirer les segments les plus inflammatoires. Et puis bien sûr, de façon là, je dirais non discutable et souvent en urgence, on est amené à opérer un malade qui est en occlusion complète parce que la cicatrisation ou l'inflammation se fait à un tel point que les aliments ne peuvent plus passer. Quand les trous dans l'intestin, la membrane, ce qu'on appelle les ulcérations, sont très profonds, ça attaque les petits vaisseaux et là, il y a une grande hémorragie. Quand il y a un passage d'aliments dans le péritoine, c'est une péritonite, etc. Ou de façon plus insidieuse, ce sont des abcès et des fistules. Et puis, malheureusement, de plus en plus, puisqu'on laisse en place nos organes et qui sont encore inflammatoires, on a malheureusement de plus en plus de cancers de l'intestin grêle ou du côlon qui sont liés à l'inflammation, pour lequel le chirurgien, évidemment, va essayer de guérir le cancer en le retirant complètement. Donc, comment fait-on aujourd'hui? Eh bien, on utilise la cortisone, l'Immurel à tout moment. Les traitements biologiques, on est obligé par, je dirais, presque des contraintes financières de toujours commencer par la classe des anti-TNF, hein, l'infliximab, etc. Et seulement en cas d'échec ou de contre-indication ou de perte d'efficacité de ces traitements, on passe dans la rectocolite au vedolizumab, c'est celui qui bloque le passage des petits lymphocytes dans les vaisseaux, ou le Stelara, l'ustekinumab dans la maladie de Crohn. Très important, ça a été abordé par nos collègues rhumatologues, c'est quand tout va bien, quand il fait beau depuis 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de faire un retour en arrière d'allègement thérapeutique? Ce qu'il faut savoir en toile de fond, malheureusement, c'est que ces deux maladies, le Crohn et l'RCH, n'ont pas tendance à guérir toutes seules. Il n'y a pas d'extinction spontanée, progressive de la maladie. C'est-à-dire que le démon a toujours envie de se réveiller et que quand on décide, après avoir vérifié que vraiment la rémission est totale, hein, c'est-à-dire on ne se contente pas simplement des symptômes ou de la plainte des patients, on va aller regarder, on a maintenant des tests, par exemple dans les selles, qui s'appelle la calprotectine, pour vérifier qu'il n'y a plus d'inflammation. C'est un produit des cellules inflammatoires de l'intestin, ou des IRM, ou des coloscopies. On vérifie que tout va bien. Et là, avec, entre guillemets, une paix armée, on va faire un allègement. On passe de 2 immunosuppresseurs à 1 ou de 1 à 0 en laissant par exemple dans la rectocolite les 5 ASA. Et puis on va regarder quand même, l'idée si vous voulez c'est qu'il n'y ait pas de perte de chance pour le malade. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas dans la nature pendant 1 an et que pendant cette année-là, sa maladie se réveille très fort et qu'on se retrouve un peu surpris avec déjà des lésions qui sont considérables et qu'on s'est fait piéger. Donc on a des moyens avec ce qu'on appelle les tests non invasifs, la mesure de la CRP dans le sang ou de la calprotectine dans les selles, de voir venir les choses et d'anticiper. On a souvent un réveil de l'inflammation qui précède le réveil des symptômes, ça a été bien démontré, de 2-3 mois, ce qui nous permet de réagir et de réintroduire les traitements immunosuppresseurs. Et comme je le disais, à tout moment, la chirurgie peut s'imposer. Alors, les nouveaux biologiques, on a des variantes du vedolizumab, c'est-à-dire qu'on va jouer sur tel ou tel récepteur des lymphocytes. On a, comme les rhumatologues, ce qu'on appelle les petites molécules. C'est donc pas des anticorps, des protéines de synthèse, qui se terminent par MAB, ça veut dire monoclonal antibody, anticorps monoclonal de synthèse. On a des petites molécules dont on peut penser qu'il n'y aura pas le problème de la perte d'efficacité comme avec les biologiques. Donc on a ce qui se termine par TINIB, on inhibe des voies de la signalisation des molécules, peu importe. On a des molécules qui empêchent l'ARN de traduire le code génétique en protéines. On a des molécules qui se terminent par MOD, qui vont bloquer les lymphocytes, qui vont les garder prisonniers dans le lymphocyte. Déjà, on les dose plus dans le sang, il n'y en a presque plus dans le sang, donc ils sont prisonniers du lymphocyte, des ganglions lymphatiques, pardon. Et puis, on aura assez rapidement, dans les années qui viennent, ce qu'on appelle la médecine translationnelle comme en cancérologie. C'est-à-dire que quand on aura, comme les rhumatologues, 5 ou 6 possibilités pour commencer, pour rentrer dans ce monde des biologiques, on aura probablement des tests biologiques pour nous dire c'est ce médicament-là qui a le plus de chances d'être efficace et c'est celui-là qu'il faut choisir et non pas tirer au sort. Par exemple, quand on a un anticorps qui bloque telle ou telle molécule, eh bien on va, dans les biopsies ou dans le sang, mesurer la cible. Si la cible est très importante, ça veut dire qu'on a beaucoup de chances qu'en neutralisant la cible, on soit efficace. Je vous donne un exemple, ce n'est pas encore entré dans la routine, mais ça le fera assez rapidement. Les vraies nouveautés, c'est dans les cas vraiment d'extrême sévérité, c'est de maîtriser la technique de transplantation de cellules souches sanguines, c'est-à-dire on va faire un reset complet du système immunitaire. Pour ça, on va prendre les cellules souches, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore mauvaises du malade,
on va mettre le malade en aplasie médulaire complète et on va lui retransplanter ses cellules. Donc c'est quelque chose de très dangereux qu'on essaie de maîtriser de mieux en mieux pour les cas les plus sévères. Alors peut-être des gadgets, la neurostimulation vagale, quand on stimule le nerf vague, on diminue l'inflammation. Ces fameuses cellules souches humaines ou animales, on peut aller les mettre dans des fistules pour qu'elles se développent en cellules fibreuses et qu'elles bloquent et qu'elles comblent les fistules, par exemple, de l'anus. Les modifications de l'environnement, ça renvoie au changement alimentaire, etc. Pour l'instant, pour faire simple, rien n'est démontré. Donc finalement, la vraie piste très importante et intéressante, c'est la modulation du microbiote intestinal. Comme je vous le disais, il y a cette mauvaise composition de la flore. On va essayer de la restaurer. Alors pour l'instant, on l'a fait de façon très rustique, en vidant l'intestin du malade et en le transplantant par les selles d'un donneur sain, dans lequel on vérifie qu'il n'y a pas de pathogène. Évidemment, on en est à la phase de recherche et expérimentale, mais il est vraisemblable que dans 5 ans, c'est quelque chose qui fera partie de l'arsenal, pas forcément pour traiter les poussées furieuses inflammatoires, mais peut-être pour éviter que la maladie ne revienne. Voilà, donc c'est ma dernière diapo. Je dirais que pour nos Mickey, on a un arsenal thérapeutique existant qui s'est quand même musclé et qui est assez performant. Je ne dis pas très performant, mais assez performant. Il va s'étoffer grâce aux nouveaux biologiques, aux nouveaux anticorps monoclonaux, grâce à ces fameuses petites molécules. Mais à chaque fois, il faudra faire toute une recherche d'envergure pour dire quels sont les dangers de ces médicaments lorsqu'ils sont nouveaux. Et on va s'ouvrir à des approches, donc les approches de traitement complémentaires, pas alternatifs, qui a déjà l'accompagnement psychologique du malade, les techniques de relaxation, mais aussi il y aura quelque chose qui n'est pas de l'accompagnement et qui est vraiment quelque chose de prometteur, c'est de mettre fin à cette mauvaise composition de la flore, dont on peut penser, dans la maladie par exemple, qu'elle s'acquiert dans les premiers mois de vie, à cause du mode de vie occidental. On n'a pas encore pointé quel est exactement les points les plus importants. Mais en gros, on peut penser que dans les pays du monde les plus reculés, les plus sous-développés, les plus en développement, qui se mettent au McDo, au mode de vie occidental, apparaissent nos deux maladies. La maladie de Crohn, d'abord la rectocolite, puis la maladie de Crohn. Et si la maladie de Crohn arrive un peu avec 10 ans de retard par rapport à la rectocolite, c'est vraisemblablement, c'est un peu inscrit dans la flore du bébé et du nourrisson qu'un jour, il va faire une maladie de Crohn. Et quand cette maladie de Crohn apparaît, on aura envie de lui redonner une flore de jeune homme ou de jeune fille qui n'a pas cette composition défaillante. Merci de votre attention.